Je propose que tu prennes quand même la parole le premier, parce que c'est toi qu'on invite ici et pas moi. Moi, je t'accompagne à ta demande, et parce que je suis ravi de l'accompagner aussi. Mais la légitimité de la parole, c'est toi qui l'as. D'accord, alors, je me lance. Dominique Witorski, c'est un ami. Ça fait depuis presque 14 ans aujourd'hui. On a commencé à travailler ensemble. Il est venu un jour pour une pièce au nœud à Nouméa. Et c'est là que je l'ai croisé. On a discuté un petit peu. Et du coup, voilà, il est revenu pour moi, pour travailler avec moi, pour la mise en scène, parce que c'est un metteur en scène et dramaturge aussi. Et donc, nous avons fait un bon petit chemin ensemble pour vous avez besoin d'un œil extérieur pour me relire, pour essayer de mettre en scène, mettre en image mes écrits. Donc, puisque moi, je ne suis pas allé à l'école de théâtre pour apprendre le théâtre, pour apprendre l'écriture du théâtre, ni pour la mise en scène. Et j'ai appris tout ça sur le tas, depuis, par le passage des Africains à Nouméa il y a très très longtemps, en 1991. Et moi, je suis allé par curiosité et j'ai vu que c'était du théâtre. Alors, j'ai essayé de faire à peu près du théâtre. Et donc, par ce biais, Dominique, j'avais voilà, appelé pour essayer de m'aider à développer mon travail dans cette voie-là. Donc, c'est pour ça qu'il est là avec moi. Merci beaucoup. Oui, Pierre est très humble, parce que moi, mon point de vue, c'est plutôt que je suis son élève plutôt que son accoucheur. Mais effectivement, j'ai mis en scène les 4 derniers spectacles qui ont vu le jour à Nouméa. Où est le droit, Amour tabou, Convergence, et puis aussi la fête des 30 ans de la compagnie de Chebou, qui est la compagnie de Pierre. Voilà, puisque tu me laisses la parole, Pierre, pour que je commence, je voulais attaquer par littérature et politique en Océanie, le thème, le titre du colloque, pour essayer de faire un pas de côté, parce que Pierre est un dramaturge, un auteur de théâtre. Dramaturge, d'ailleurs, c'est un mot qui vient du grec, drama, et ergon, drama, l'action, et ergon, je suis un mauvais helléniste, mais c'est aussi le travail de l'action. C'est-à-dire que le théâtre, quand on est dramaturge, il n'y a pas un théâtre, bien sûr. Hein, le théâtre, il est fait de beaucoup de choses différentes. Le théâtre de Pierre, Pierre s'appelle lui-même dramaturge, pardon. Et le dramaturge, c'est quelqu'un qui travaille l'action. C'est pour dire que le théâtre n'est pas littérature, même s'il peut y avoir de la littérature dans le théâtre. Et donc, on est ici un peu... enfin voilà, comme en plus nous sommes des praticiens et non des théoriciens de l'écriture, on est un peu en maladresse peut-être. Enfin voilà, on a décidé de partir en freestyle dans cette prise de parole. Et donc, il faudra être très indulgent avec nous. On n'est pas des littérateurs, on n'est pas dans la littérature, on est dans le théâtre, et en plus, on ne sait pas comment ça se fait. Alors, je vais quand même essayer de préciser un petit peu ce que c'est que cette distinction que je fais entre littérature et théâtre. Il y a eu une très bonne question des étudiants avant-hier qui demandaient pour qui vous écrivez. Et moi, j'ai mis une bonne demi-heure à trouver la réponse que j'aurais fait et que Pierre partage. On en a discuté entre-temps.
Alors bien sûr qu'on écrit pour un public. Pierre, tu avais répondu que tu écrivais pour les jeunes et pour maintenant, pour un public, pour espérer aider à penser une situation. Mais le théâtre a cette particularité-là qu'on n'écrit pas directement pour le public. Pierre, il écrit pour des comédiens. Il écrit pour un producteur. Il écrit pas pour un livre. Il existe des auteurs de théâtre qui écrivent pour écrire. Mais ce n'est pas du tout le cas de Pierre. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre de ces pièces de théâtre ont été perdues. Parce qu'une fois qu'elles ont été écrites sur du papier, les papiers sont donnés aux comédiens. Les comédiens apprennent le texte par cœur, déposent les feuilles à l'endroit où ils ont répété, c'est-à-dire précisément dans la cocotteraie de Pénélope, à Marais, et le vent fait son œuvre, les feuilles partent par là-bas, et le texte disparaît. À moins d'opérations qu'on n'est pas encore capable de faire dans les cerveaux des comédiens, on n'a plus les moyens de les récupérer. Donc c'est d'abord pour cela qu'il écrit. Et pourquoi d'abord pour cela? Parce que le théâtre ne se termine pas sur le papier. Le papier n'est qu'un objet transitionnel pour accéder au spectacle, à la représentation. Et la représentation porte énormément du sens du texte. Le papier, malheureusement, ne supporte qu'une partie trouée du spectacle. Il y manque des bouts. Et Pierre est un maître excellentissime dans cette faculté qu'il a d'écrire des textes dans lesquels il y a les trous qui vont permettre à des interprètes de créer le sens que Pierre a imaginé. J'ai donné un tout petit exemple pour qu'on reste pas pour essayer d'expliquer cette histoire de trou. Je vais essayer de faire un petit théâtre de marionnettes avec rien, juste mes doigts, parce que là tout de suite, avec une comptine pour enfants que peut-être certains d'entre vous connaissent. Moi, je suis pas chanteur d'opéra. Vous me pardonnerez. Et puis c'est une comptine. Elle dit ceci. Ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3 qui ne voulaient pas. Le 4e dit, moi ça m'est égal, mais ça n'empêche pas qu'ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3. Je peux tenir la demi-heure, hein, mais je vais m'arrêter là, puisqu'elle boucle totalement, vous l'avez compris. Et puis là, j'ai pas fait de théâtre, j'ai juste donné le texte. On pourrait l'écrire et on pourrait discuter. Je ne sais pas ce que vous avez compris de cette petite comptine qui boucle. Voilà, c'est un texte pour enfants. Et on se dit, ça boucle et ça suffit. En tous les cas, quand on est 4 contre 3, oui, il semble bien que les 3 n'aient pas envie de se battre. Ça on comprend dans le texte. Si je fais un peu de théâtre de marionnettes, donc du théâtre, et que je représente, mais ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3 qui ne voulaient pas. Le 4e dit, moi ça m'est égal, mais ça n'empêche pas qu'ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3 qui ne voulaient pas. Le 4e dit, moi ça m'est égal, mais ça n'empêche pas qu'ils étaient 4 qui... Vous voyez ? Le mouvement a changé le sens ou a complété le sens de la comptine qui semblait ne pas en avoir beaucoup. On comprend mieux le « moi ça m'est égal » qui n'avait pas beaucoup de sens. Voilà. Le travail de l'écriture de Pierre, c'est de faire la comptine et de laisser la place pour que ce mouvement des mains... Alors, le mouvement des mains que je viens de faire n'est pas le seul qu'on puisse faire sur la comptine. Je ne sais pas, j'ai jamais réfléchi au-delà de ça, hein, mais je ne veux pas dire que ce texte n'a de sens que comme ça, mais en tous les cas, le théâtre, c'est ça, c'est de rajouter du mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas le sens complet. Voilà, donc c'est là que l'objet littéraire se finit avant l'objet théâtral. Et je voulais commencer par ça.
Est-ce que j'avais quelque chose à ajouter là-dessus? J'ai pris quand même quelques petites penses-bêtes comme ça pour essayer de ne pas être complètement dans le vide, mais comme je suis parti en freestyle, je ne sais pas où j'en suis. Pierre, vas-y. Oui, moi je vais, par rapport à l'écriture de théâtre, j'ai aussi une petite histoire, mais une petite histoire de la grand-mère et de son petit-fils qui fuyait un monstre. C'est des légendes de chez moi, de Marie. Et tous les deux, ils ne peuvent pas fuir pour rentrer dans les grottes, puisque le monstre est là, c'est à la tête de chèvre, qui a existé dans le temps chez nous, et des gros seins, et qui mange les enfants, qui mangent les humains. Et donc les deux se fuyaient ce monstre, et qui ne peut pas rentrer dans les grottes parce que le monstre va toujours les trouver. Alors ils ont eu une idée sublime, c'est de monter sur un grand sapin. Et le monstre est venu, il peut faire trembler le sapin. Il veut monter pour le manger. Alors ils ont eu une idée sublime, c'est de arracher les branches du sapin pour que l'arbre soit lisse et que le monstre ne peut pas prendre, marcher pour l'arbre pour le faire tomber ou de monter pour les attraper là-haut. C'est pour dire que vous êtes je suis depuis hier que vous étiez des experts pour expliquer le travail des artistes comme nous. Mais moi qui ne suis pas allé à l'école, vous arrivez à analyser nos points de vue, notre manière de penser. Et quand vous écrivez, quand vous analysez, il ne faut pas oublier la place des branches sur l'arbre lisse. Mais la place des branches reste. Et ça, il ne faut pas sauter. Il faut que vous arrivez à lire, à faire de la lecture, parce que là, on entend de la lecture. Il n'y avait pas de respiration. Ne s'arrêtez pas sur les branches, la place des branches. On n'entend plus. On n'entend plus vos analyses. Et c'est pourquoi que nous, quand j'écris du théâtre, j'essaie toujours de penser à la place des branches pour que pour que le texte puisse respirer. Puisque vous arriviez à dire, ah, mais s'il y a la place de cette branche, qu'est-ce que je dois prendre? Je n'ai pas entendu parler, que vous avez déjà analysé des textes, mais d'où vient l'auteur? C'est quoi ses malheurs? C'est quoi ses douleurs? Son enfance? Où il a vécu? Dans quel contexte? Pourquoi il est là? Je ne sais pas pourquoi. On a parlé de l'engagement. Il s'engage. Pourquoi? Voilà, tout simplement, j'essaie de compléter. Merci. Ouais, puisque tu es parti sur l'engagement, Pierre, j'embraye là-dessus. C'était la première question des étudiants. Elles étaient bien, ces questions des étudiants. Elles semblaient assez simples et en même temps, elles conduisaient directement au cœur du truc. Donc, mais c'est l'autre partie. Il y a littérature dans le titre du colloque et puis il y a politique. Alors, la politique, êtes-vous engagé ou êtes-vous politique? Faites-vous une distinction? Donc, j'avais tenté de commencer à répondre à ça en disant il y a deux choses. Il y a le contexte, et celui-là, il est écrit, il est dans le texte. Et puis, il y a la piste de réflexion politique. La chose qui est écrite, le contexte, ce que j'appelais du coup l'engagement, on peut le trouver facilement dans le texte. Il suffit de prendre la citation. Par exemple, dans Amour tabou, qui est le dernier texte que Pierre a produit, Pierre écrit à un moment « La guerre États-Unis-Chine a commencé et le Pacifique en sera l'épicentre ».
Bon, voilà, il y a clairement une clairvoyance de Pierre sur l'état du monde aujourd'hui. Il a écrit ça un peu avant que la guerre d'Ukraine commence, juste avant que la secrétaire d'État américaine parte à Taïwan et que ça fasse un conflit. Ouais, les antennes sont tendues, les récepteurs sont là. Et il a beau être à Nouméa ou à Marais et d'une culture kanak, il reçoit le monde, Pierre. Ça, c'est pour le contexte. Pour la piste de réflexion, ça fonctionne autrement. Et c'est pas forcément, c'est dans le texte, mais c'est pas dans le texte de manière littérale. C'est les branches du tronc qui manquent. Il faut des outils particuliers pour amener à la réflexion politique. Sans quoi, si on dit les choses, on est plus sûrement du côté de l'idéologie ou de la propagande. Le théâtre de Pierre n'est pas un théâtre d'agite-propre. C'est pas un théâtre inscrit dans l'histoire du théâtre soviétique et du politburo. Et il a beau être indépendantiste, il propose dans ses pièces des réflexions qui sont très au-delà de la propagande éventuellement nécessaire indépendantiste. Je ne mets pas propagande comme un terme forcément négatif. Quels sont les outils de Pierre pour produire de la pensée politique? Il y en a deux principaux, il y en a d'autres, mais je vais prendre les deux exemples dans Où est le droit, première pièce, et Amour tabou, dernière pièce. Ces deux outils sont la dialectique et l'utilisation de la métaphore. On peut se demander d'où viennent ces outils, comment ils sont rentrés dans la boîte à outils de Pierre. C'est assez simple, il est allé à l'école de sa culture, et dans sa culture, la place de la mythologie est évidemment prépondérante, et dans la mythologie kanak, comme dans d'autres mythologies, la dialectique et les métaphores sont des éléments essentiels de la construction de la narration. Pour quelle raison? Pour que le spectateur, pour que l'auditeur reste libre des conclusions qu'il y a à tirer de ce qu'on lui met sous le nez. Alors, rapidement, comment ça marche? Dans Amour tabou, il y a une métaphore qui est énorme et extrêmement violente. Amour tabou raconte l'histoire de Fernand, qui est un indépendantiste, homme politique, qui... alors, le temps dans lequel Amour tabou se passe n'est pas hyper clair. On a l'impression que c'est après l'indépendance, mais c'est peut-être juste avant. Ce qui est clair, c'est que l'indépendance est là, et que quelqu'un va prendre le pouvoir. Et Fernand veut le pouvoir, et comme il est un peu marginalisé au sein de sa mouvance, il a fait appel à un général, un mercenaire, qui va abreuver d'argent et d'armes pour arriver à prendre le pouvoir. Bon, la chose n'est déjà pas très sympathique, mais évidemment, un mercenaire, ça se paye, et quand le mercenaire apporte lui-même l'argent, avec quoi on paye? Et ce Fernand a eu comme idée lumineuse de proposer sa fille en mariage à ce mercenaire pour payer ce mercenaire. Voilà, l'histoire est assez atroce. Où est la métaphore? Eh bien, c'est... et la violence de la métaphore, c'est qu'un mariage, ça fonctionne avec une question dont la réponse fonctionne à peu près, je ne sais plus ma phrase, mais vous rectifierez, fonctionne à peu près comme une question de référendum. On répond par oui ou par non. Et donc, la jeune femme qui va subir un mariage forcé, et d'ailleurs bien plus, aura à répondre
mais sans trop avoir le choix, oui au mariage forcé que son père a organisé avec le général. Et la métaphore est à trouver dans ce qui se passe autour de ce moment-là, politiquement, à savoir que Pierre écrit la pièce au moment d'un 3e référendum en Nouvelle-Calédonie, d'accession à l'indépendance, et qu'il faudra répondre par oui ou par non. Est-ce que le oui ou le non sera aussi forcé que dans ce mariage forcé? Voilà. Pierre ne répond pas du tout à cette question. Il ne dit pas que le référendum est forcé ou pas forcé. Il met en place une métaphore qui force le spectateur à se poser la question de savoir où on en est dans le processus d'indépendance, dans la liberté de choisir, dans l'intelligence qu'on a des différentes situations, des différentes personnes. La part de liberté, il n'y a pas de lecture univoque de ces choses-là. Il y a deux choses qui sont mises l'une en face de l'autre, avec une métaphore violente de brutalité. Et en tous les cas, oui, ce qu'on peut certainement dire de la pièce, c'est que Pierre va me rectifier, mais c'est que probablement, ça veut dire qu'on va à marche forcée vers quelque chose qui manque singulièrement d'amour. Voilà, on peut certainement dire ça de la pièce. Après, comment on va ailleurs et comment on trouve de l'amour, mais la pièce demande à chacun de faire son propre parcours et sa propre réflexion là-dessus. La mythologie, elle sert à ça. Elle ne va pas asséner une règle, une loi énoncée de manière univoque et littérale, et dont on ne peut pas se détourner. Elle va mettre en place un récit qui va faire que quand la société change, le récit peut rester le même, la réflexion sera la même, mais les événements concrets qu'on a autour de soi vont venir éclairer différemment le récit, et on saura ce qu'on a à en faire à ce moment-là, et non pas forcément comme la loi a dit, la tradition a dit, et il ne faut pas en bouger. C'est en ça que le théâtre de Pierre est à la fois empreint de mythologie et à la fois extrêmement théâtral, puisque la pensée, du coup, est une pensée en mouvement, pour essayer de retomber sur mes pattes par où j'avais commencé. Deuxième outil, la dialectique. Ça, c'est dans Où est le droit. Alors, la métaphore, ce qui est amusant, je vais terminer quand même là-dessus. J'espère que le temps ne passe pas trop vite. La métaphore, c'est évidemment un outil mythologique qu'on trouve ailleurs. Chez Pierre, il vient de sa mythologie. On trouve dans d'autres mythologies ce même type d'outil, et il est probablement à penser que ces outils ont donc une universalité. J'en profite pour lire une petite citation. Dans un petit opuscule de 2007. Il serait intéressant de démontrer l'équivalence et de déceler une homologie structurale entre les genres littéraires occidentaux, poésie, roman, essai, nouvelle, théâtre, et les genres littéraires classiques kanaks, récits historico-mythiques, dictons, berceuses, etc. Ceci vaut pour le théâtre de Pierre Gop. C'est écrit par Hamid Mokadem en 2007 dans un petit opuscule qui s'appelle « La littérature calédonienne francophone est-elle une littérature française ?» Oui, c'est extrêmement intéressant parce que, effectivement, cette métaphore, Pierre, il n'est pas allé la chercher en copiant quelque chose, elle vient de chez lui, elle vient de lui, elle est sa production. La métaphore, on la voit exactement opérer de la même manière dans Édipe. Quand Édipe couche avec sa mère, fait des enfants avec sa mère et précédemment assassine son père, il y a là une métaphore aussi, qui est la métaphore de l'inceste familial comme interdit, et qui est à comparer avec un inceste
politique au sein d'une ville. Qu'est-ce que ça veut dire un homme politique qui prend le pouvoir en étant le fils du précédent et qui éventuellement le tue le précédent pour avoir le pouvoir? On est dans une situation incestueuse politique. C'est d'ailleurs quelque chose qui serait intéressant de filer comme réflexion par rapport aux politiques locales, mais c'est un tout autre sujet. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de l'inceste à vouloir se retrouver au sein d'une nation entre soi? Ça c'est la métaphore de Sophocle. Je passe à la dialectique. Où est le droit, la dialectique est extrêmement puissante. Une jeune fille est violée par un de ses presque frères, quelqu'un qui est famille avec elle, au sein du village, au sein de la tribu, au sein du clan. Cette jeune fille provoque un conseil coutumier qui est chargé de faire le procès, entre guillemets, employant ce mot-là, du jeune homme pourquoi faire? Pourquoi on fait un procès? Pour trouver une solution, pour apaiser. Est-ce que le procès sert à apaiser la victime, à punir le fauteur? Voilà une part de la question de la pièce. En tous les cas, le conseil coutumier se réunit, décide qu'il y aura une coutume de pardon. Donc c'est ça, c'est là qu'est j'ai du mal avec mes phrases, pardon. La question de Pierre, c'est que fait-on de la douleur de la victime? Est-ce que punir le malfaiteur est efficace? Dans le procès coutumier, il n'y aura pas punition, mais il n'y aura pas non plus prise en charge de la souffrance de la victime. Et donc la victime est très insatisfaite de son procès et elle décide de faire un nouveau procès du côté du régime pénal des Blancs. Et là, le malfaiteur est puni sévèrement de 8 ans, ou pas assez sévèrement, mais de 8 ans de prison. Mais malheureusement, la victime n'est pas plus prise en charge pour autant, n'est pas plus soignée, n'est pas plus prise en charge dans sa douleur et dans sa reconstruction. Ce qui conduit au suicide final de la victime. Et donc la dialectique, ici, de nouveau, c'est ce que je disais il y a 2 jours en évoquant cette pièce. Techniquement, il y a un récit qui parle d'une agression sur la femme et de l'interdit que ça représente. Mais la réflexion, elle est plus largement: que fait-on pour prendre en charge la victime? C'est assez amusant parce que depuis 20 ans en France métropolitaine, cette question revient très souvent et Pierre ne peut pas être soupçonné d'être complètement pris par uniquement les questions métropolitaines. Il y a bien quelque chose d'universel dans cette question, de nouveau. Et Pierre met en face donc 2 systèmes judiciaires, un qui semble prendre plus en compte la communauté, qui est le système Kanak, et un dont on dit qu'il est plus centré sur l'individu, et donc qui serait celui qui pourrait prendre plus en charge la victime, mais ce n'est pas du tout le cas. Et il renvoie dos à dos les 2 systèmes par un processus dialectique. Il y a ce système qui fonctionne de telle manière mais qui ne marche pas. Il y a ce système qui est un tout autre système mais qui ne marche pas non plus. Où est le droit?
C'est-à-dire que c'est dans... Pardon, Oui, oui, c'est un dialogue. Dans ces deux systèmes, il y a celui de la coutume, des coutumiers qui pardonnent, et celui de la justice coloniale qui condamne. C'est ces deux justices que je voulais mettre en lumière. Est-ce que pardonner pour la victime, le geste de pardon chez nous, c'est très important. Une fois que tu as pardonné, tu passes à autre chose. Mais il y a des vrais pardons, pire, pardon qu'on a vu quand c'est politique, médiatisé, c'est pas du vrai pardon, c'est de la propagande aussi. Mais le pardon, c'est celui qui a commis l'erreur, il va tout seul. Il va avec sa mère, son père, ils vont tout seul. C'est pas médiatisé. Ça, le vrai pardon. Aujourd'hui, on ne voit plus le vrai pardon. Tout est médiatisé. Est-ce que la jeune fille, est-ce qu'elle a été... elle a gardé son honneur dans ce pardon, dans cette coutume, dans celui de la justice des Blancs? Est-ce qu'elle garde encore son honneur? Puisqu'elle a été pointée du doigt. Il n'y a pas de victime. La victime, c'est elle qui est devenue coupable, que ce soit chez nous, dans la coutume, que ce soit dans la justice des Blancs. Elle est devenue coupable. Donc, c'est pour cette raison que je voulais mettre en lumière, parce que chez nous, il y a eu beaucoup de cas de viol et qui sont... Et à l'origine des conflits de viol, ça amène à la guerre des clans. Et c'est pour ça que le grand chef, le père de la fille voulait que le pardon, que ça enterre tout ça par le pardon. Parce que sinon, les clans maternels de la fille, ils vont demander le sang du coupable. Et c'est pour ça que ça a amené des conflits chez nous dans le temps. Voilà, simplement. Et c'est intéressant ces précisions sur la différence entre les deux systèmes judiciaires. Ce que ne dit pas Pierre là quand il précise les choses sur le système judiciaire kanak, c'est que dans sa pièce, la façon de présenter les choses sur le système judiciaire français est aussi pointue et exacte. Et que donc la pièce où est le droit ne peut pas se réduire par Pierre une critique du monde kanak, mais une critique du monde judiciaire en général. Et donc une recherche de voie médiane entre deux systèmes, celui qui ne punit pas et qui veut pardonner, contre celui qui punit, une fois que le coupable est puni dans le système judiciaire occidental, la jeune fille ne va pas mieux pour autant. Et la question de la pièce de Pierre, c'est ça, c'est comment on s'occupe de la victime. Est-ce seulement possible? La pièce ne nous montre pas, ne nous donne pas de chemin à suivre, elle nous engage à réfléchir à cette question-là. De nouveau, ce principe dialectique, il vient du type de pensée, de narration habituelle dans la mythologie kanak. On le retrouve dans d'autres mythologies, ce principe de la dialectique. Pour exemple, pour terminer là-dessus, eh bien, quand on lit attentivement la Genèse, on constate que presque l'entièreté des récits de la Genèse sont doublés. Il y a 2 récits de la création de la terre, il y a 2 récits de création de l'homme et de la femme, il y a 2 récits de Caïn et Abel, et les 2 récits sont incompatibles l'un avec l'autre. Et il n'est pas question de prendre un contre l'autre.
si dans un récit, donc on ne peut pas, dans un texte de Pierre, prendre seulement la critique du système judiciaire kanak ou du monde kanak. Cette critique est en parallèle avec la critique du système occidental que Pierre observe de la même façon qu'il a observé et vécu le sien de l'intérieur. Je parlais de ces antennes tout à l'heure à propos de la guerre Chine-États-Unis, dont le Pacifique sera le centre. Cette acuité-là d'observation, Pierre l'a évidemment autant sur les systèmes de fonctionnement occidentaux qu'on lui a imposé et donc il a appris et pour lesquels il a une maîtrise que sur les siens. C'est nous qui manquons peut-être un peu de maîtrise des systèmes d'organisation de sa culture. Mais donc, dans la Genèse, on ne peut pas prendre, il ne faut pas prendre un récit de la création de la Terre contre l'autre, ou de création de l'homme et de la femme contre l'autre. Il n'y en a pas un qui est vrai et un qui est faux, sinon ils ne seraient pas tous les deux. Ils ont le même niveau de pertinence, c'est-à-dire qu'ils sont inaptes à seuls expliquer quoi que ce soit. Ils sont mis l'un en face de l'autre, et c'est parce qu'ils sont l'un en face de l'autre qu'on est obligé de réfléchir à une troisième voie qui nous permettra d'aller plus loin. C'est ça que Pierre produit. Et donc je terminerai moi en lui rendant la parole, en disant que ces usages de la dialectique, de la métaphore dans le théâtre de Pierre fait que j'ai là à côté de moi un dramaturge que je pense majeur, universellement, pas seulement pour le monde kanak, aujourd'hui, dans ce qu'est le théâtre. Alors c'est un théâtre particulier, il y a d'autres théâtres que le théâtre de dramaturgie, de la façon dont je viens de parler, mais ces choses que Pierre met en place, il les a mis en place par sa culture, et elles nous parlent universellement parce qu'il y a des modes de réflexion qui, s'ils sont totalement ancrés à un endroit du monde, dans une expérience personnelle et unique, nous parlent à tous, parce que ces réflexions-là, nous pouvons tous les avoir de la même façon. Je te laisse le mot de la fin, peut-être, Pierre. Quelle que soit la justice, quel que soit le chemin à prendre, notre chemin à nous aussi, coutumiers, que ce soit de la Polynésie ou de la Kanaki ou d'ailleurs, c'est aussi un chemin qui est la parole qui maintient l'intégrité de notre parole et de nos enfants. Elle peut être un peu tordue, un peu beaucoup de virages à prendre parce que c'est notre manière de faire, mais ce chemin sinueux est aussi un chemin qui maintient l'intégrité de nos enfants. Merci beaucoup.